Qui va, je vous en ferai un petit peu le détail après les interventions introductives qui vont se succéder, elles ne sont que deux, je vous rassure tout de suite aujourd'hui. On va donc essayer de consacrer cette journée à une réflexion sur les points de convergence pour le dialogue entre politique de la ville et l'économie sociale et solidaire. On va essayer, l'amphi en plus s'y prête bien, de faire de cette journée quelque chose d'assez horizontal, donc d'ouvrir le plus possible, y compris au cours des deux tables rondes. Je ne parle pas évidemment de la session en atelier qui est faite pour ça, mais au cours des deux tables rondes, des interventions de la salle, des précisions, des questions, etc. Donc je vous dis en termes de méthodologie, tout de suite, signalez-vous si vous avez l'intention, l'envie de prendre la parole. Ce n'est pas du tout, même si l'estrade est haute, ça n'est pas du tout l'idée. On va essayer de faire, je vous dis, quelque chose de le plus horizontal possible. Voilà pour les quelque chose. Voilà, je vous laisse les derniers. Allez-y, rentrez, installez-vous. Bienvenue. Je vais tout de suite, Eric, te donner la parole pour quelques mots de présentation, d'accueil dans ce très bel amphi Marceau-Long, qui est donc au CGET qui nous accueille aujourd'hui. Et pour le dire, cette réflexion commence plutôt sous bons augures, puisque réfléchir politique de la ville et ESS au CGET avec le RTES, c'est déjà plutôt un bon départ. Merci Edouard, merci. En effet, c'est un très bon départ. Bienvenue à toutes et à tous. Comme tu dis à l'instant, Edouard, dans ce amphi Marceau-Long, vous êtes ici dans les services du Premier ministre. Nous avons à disposition ce très bel amphi qui, tu le disais, est consacré à Marceau-Long. Marceau-Long est un grand haut fonctionnaire, un grand serviteur de l'État. Et c'est dans son honneur qu'a été baptisé cet auditorium. Alors, merci à vous, Christine Bouchard, de nous accompagner pour cette journée et de nous avoir permis de la co-organiser avec vous. C'est une réflexion et une journée qui a été conçue de manière collaborative, en co-construction. On est vraiment là, pour le coup, dans l'horizontalité qu'Edouard a fait de ses voeux. Merci à Edouard, justement, d'animer les temps forts de cette journée à nos côtés. Edouard est lui aussi très convaincu par cette convergence entre politique de la ville et ESS qui nous réunit aujourd'hui. Ce séminaire est en réalité l'aboutissement d'un partenariat que nous avons noué depuis 4 ans entre le CGET, plus particulièrement la direction de la ville et de la cohésion urbaine en charge de la politique de la ville, et le réseau des collectivités territoriales engagées pour une économie solidaire. C'est le 3e séminaire ESS et politique de la ville. J'avais d'ailleurs le plaisir, sauf erreur de ma part, de participer au moins à titre d'ouverture aux éditions de 2015 et de 2018. Et ce séminaire, il représente l'aboutissement de ce cycle de travail que nous avons engagé ensemble sur les questions du lien existant entre la politique de la ville et l'ESS. Ce partenariat RTES-CGET s'appuie sur la conviction que les acteurs de la politique de la ville et ceux de l'ESS ont un intérêt mutuel à dialoguer au regard de leurs objectifs et peut-être plus encore de leurs méthodes communes. La transversalité, l'importance accordée au pouvoir d'agir des habitants, la pratique de l'expérimentation ou encore l'ancrage territorial sont autant de points de méthode qui nous rassemblent et sur lesquels nous pouvons nous fédérer. Le travail mené par le Conseil national des CRES avec le soutien du CGET a d'ailleurs permis de mettre en avant cette relation particulière et privilégiée qui existe entre l'ESS et la politique de la ville. Près de 15% des établissements employeurs de l'ESS se situent en QPV ou à proximité directe, c'est-à-dire qu'on se trouve bien dans une situation dans laquelle l'ESS est surreprésenté par rapport au poids que constituent les quartiers politiques de la ville et les habitants de la politique de la ville, qui représentent à peu près 8% de la population totale de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Dans les régions les plus fortement concernées par la politique de la ville, telles que l'Île-de-France, les Hauts-de-France ou encore PACA, on observe dans les quartiers prioritaires
cette nette surreprésentation des établissements de l'ESS par rapport aux établissements du secteur lucratif. Par ailleurs, les établissements ESS localisés en QPV œuvrent souvent dans le champ de l'action sociale, ce qui correspond aux besoins d'accompagnement d'une population en situation de précarité. Tous les résultats de ces analyses vont vous être présentés plus longuement par le CNCRES au cours de la première table ronde qui inaugurera cette matinée. Alors, cette rencontre, je voulais faire part aussi de son actualité particulière par rapport à la politique de la ville, parce qu'elle offre des points intéressants pour développer l'ESS dans les QPV dans les années qui restent à courir avant le terme des contrats de ville. Je vous rappelle que l'année dernière, et je pense que c'est un point qui est effectivement extrêmement important, quand on a voté la loi Lamy en 2014, on avait prévu que les contrats de ville dureraient jusqu'en 2020. L'année dernière, nous avons fait passer en loi de finances une disposition qui permet de les prolonger jusqu'en 2022 avec l'ensemble de leurs effets juridiques, c'est-à-dire avec la possibilité de mobiliser des crédits du programme 147, avec la possibilité aussi de mettre en œuvre toute une série de mesures fiscales qui sont donc prorogées jusqu'en 2022. Nous avons donc 2 ans de mieux, 2 exercices de mieux pour appliquer les contrats de ville par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Et c'est pourquoi en janvier dernier, nous avons engagé le chantier de la rénovation des contrats de ville à partir d'une démarche évaluative qui avait duré pendant l'exercice 2018. Cette démarche, elle s'est achevée à la fin de l'été. Elle donne lieu à des révisions en ce moment du contenu des contrats de ville. Elle appelle des réflexions engagées au niveau local dans le cadre de cette révision et elle constitue une opportunité pour mettre en lumière le potentiel de l'ESS, encore souvent méconnu, pour favoriser le développement économique et l'emploi dans les QPV et plus largement encore pour renforcer la cohésion sociale dans les territoires. Pour rappel, on a à peu près aujourd'hui 20% des crédits de la politique de la ville qui doivent être consacrés à l'insertion et à l'accès à l'emploi. Ça peut paraître relativement mineur, 20%, c'est qu'un cinquième d'un total, donc ça on peut trouver que c'est relativement réduit. Mais il faut savoir que quand on a pris les rênes en 2014, le développement économique et l'emploi, ça représentait à peu près 3 à 5% seulement des crédits des CUPS, la génération précédente des contrats dans les territoires. Donc on a fait pour le coup énormément de progrès dans cette direction et évidemment on l'a fait aussi avec les acteurs de l'ESS et on a vocation à le faire encore davantage. Cette priorité et cet objectif de 20% des crédits de la politique de la ville consacrés à l'insertion et à l'accès à l'emploi dans les quartiers prioritaires, c'est un objectif qui sera maintenu jusqu'en 2022. C'est une opportunité, encore une fois, pour l'ESS de bénéficier de ces soutiens. Par ailleurs, cette rencontre, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi un temps qui intervient dans un contexte où le soutien aux acteurs associatifs constitue une priorité pour le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie. Ce dernier a souhaité valoriser et soutenir le travail essentiel pour le lien social mené par les acteurs associatifs de proximité. Il a organisé, peut-être certains d'entre vous y ont pu participer, une rencontre le 13 juin dernier, intitulée « La grande équipe de la réussite républicaine ». Et il a engagé une série de mesures concrètes en faveur de l'amélioration et de la simplification du soutien à la vie associative. Ces mesures, elles sont destinées à renforcer les capacités d'intervention des associations au niveau de chaque territoire, à simplifier, c'est un point extrêmement important, leurs démarches administratives et à sécuriser leur fonctionnement. Concrètement, par exemple, on va mettre davantage en place des conventions pluriannuelles d'objectifs pour simplifier la mise en place des crédits. Ou encore, nous allons aller, et à partir de l'exercice 2020, mais l'exercice 2020, il commence maintenant, parce que les gens commencent à déposer leur dossier maintenant, on va travailler pour les petites associations à les subventionner davantage en fonctionnement que sous la forme d'appel à projet. C'est important parce que ça simplifie pour le coup la façon dont les gens vont remplir leur formulaire et vont être suivis et dont leurs demandes vont être instruites par les services déconcentrés. En parallèle de cette attention qui est portée aux petites associations, on aide 8000 associations
sur le programme 147 politique de la ville. Donc, on est quand même un gros pourvoyeur pour le coup de financement à ces associations de proximité. Mais en parallèle de cette association, un appel à manifestation d'intérêt doté de 15 millions d'euros a été lancé en direction des associations qui ont une capacité d'essaimage et il a permis de sélectionner en avril dernier 44 associations structurantes pour la politique de la ville afin qu'elles puissent déployer leur action et changer leur échelle d'intervention. Enfin, le ministre a souhaité que soient mises en place des équipes territoriales de la réussite républicaine qui permettent au local de mobiliser des acteurs du droit commun aux côtés des acteurs traditionnels de la politique de la ville pour les mettre en réseau et les inciter à collaborer dans une logique de projet. 2 domaines d'action ont été priorisés dans le cadre de cette volonté politique, l'émancipation par l'éducation et l'insertion professionnelle, sujet qui évidemment rejoint et converge très largement avec ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Au regard de leur capacité à améliorer le quotidien des habitants, les acteurs de l'ESS auront donc toute leur place au sein de ces équipes territoriales et les équipes du CGEP, en particulier celle de Thibault qui est ici présente, auront à cœur dans les mois qui viennent de favoriser cette convergence des équipes, au sein des équipes territoriales avec l'ESS. Enfin, dernier point, la volonté de réunir au sein d'un même séminaire aujourd'hui les acteurs de l'État, des collectivités territoriales et de l'ESS doit être saluée, qu'il s'agisse de l'essaimage des associations structurantes de la politique de la ville ou encore de la mise en place d'équipes territoriales de la réussite républicaine. Les mesures qui sont initiées au niveau national nécessitent l'engagement de l'ensemble des partenaires de la politique de la ville pour aboutir. Cette dimension partenariale, elle est essentielle, à la fois pour faire atterrir les politiques nationales et pour impulser dans les territoires de nouvelles initiatives issues de l'ESS. Il s'agira aussi d'un enjeu qui sera central dans le cadre de la future Agence nationale de la cohésion des territoires au regard de la mission qui lui sera confiée de conseil, d'appui et de soutien aux collectivités territoriales pour la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Voilà les quelques messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop long. Je n'ai pas regardé Edouard, comme ça j'étais sûr qu'il n'allait pas faire des signes qu'il fallait arrêter. Je vous souhaite vraiment une excellente journée de réflexion. Je vous laisse entre de très bonnes mains, évidemment. Et merci encore une fois à toutes et à tous de venir aujourd'hui et de partager vos réflexions avec nous. Merci à vous. Merci Eric, tu parlais un peu mieux pour les contrats de ville, ce sera entre autres l'objet de la table ronde de cet après-midi. Quoi faire de ces 2 ans mieux? Je laisse tout de suite la parole à Christiane Bouchard, la présidente du RTES, pour un petit mot d'introduction avant que Benjamin Roger vienne nous présenter l'étude dont tu as parlé et qui est nourrie depuis 4 ans par cette collaboration entre CGET et le RTES. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, que vous soyez députés, maires, élus techniciens de collectivité, délégués du préfet, acteurs ou actrices de l'économie sociale et solidaire, acteurs ou actrices du monde économique, journalistes, étudiants, simples citoyens, eh bien, soyez les bienvenus. Je pense que votre présence en grand nombre ce matin témoigne de l'intérêt croissant à la fois de l'enjeu et du croisement entre politique publique et économie sociale et solidaire. Comme vous l'avez dit, M. Briat, depuis 2015, avec l'appui du CGET, du RTES, dont je rappelle ceux qui ne nous connaisseraient pas qu'on est un réseau de collectivités qui soutient le développement de l'économie sociale et solidaire, qui rassemble à la fois des villes, des intercommunalités, des départements et des régions. On est à peu près 120, 130 aujourd'hui. Donc le RTES mène des travaux qui montrent les apports de l'économie sociale et solidaire aux dynamiques territoriales et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Ce travail, je l'avais dit aussi et je le souligne, se fait effectivement dans la durée. On avait eu un premier séminaire en décembre 2015 à la Plaine Commune. Je salue Patrick Vassano qui nous avait accueillis chez lui. Et nous avons pu le mener grâce à une coopération étroite avec le CGET. Et je tiens à insister sur cet aspect de vraie dynamique de co-construction qui dépassait très largement le cadre financier d'action. Et je tiens, M. Briat, vraiment à vous remercier, à remercier vos équipes. Effectivement, Sabine Thibault et Mégane Nozda qui nous ont accompagnés dans ce travail-là et derrière eux, bien sûr, l'ensemble des équipes du CGET.
Alors, on a souhaité poursuivre la réflexion, notamment autour de trois clés d'entrée. La première, qui est l'émergence des initiatives, la pérennisation de leur modèle économique et l'impact en termes d'emploi. Vous avez cité effectivement la progression des financements, même si bien évidemment derrière tout cela, on sait combien de bénévolat structure la dynamique des quartiers, et je tiens à le souligner et à redire l'importance du travail des associations. D'ailleurs, une petite aparté, vous avez cité effectivement que vous alliez soutenir des conventions pluriannuelles pour le soutien aux associations. Ça fait des années qu'un certain nombre d'élus se battent aussi pour faire reconnaître ces conventions pluriannuelles. La subvention aussi, hein, qui a été reconnue, je pense aussi, et impulsée, continuer à être impulsée par la loi ESS de 2014. Et puis, du coup, l'appel de mes voeux aussi, puisque nous avions souhaité que dans la loi, il y ait la reconnaissance du droit d'initiative, c'est-à-dire qu'à côté de la subvention, à côté du marché public, eh bien, il y ait aussi possibilité de co-construire entre les collectivités et les acteurs un certain nombre de réponses publiques. Bon, on n'a pas été entendu sur la question, mais je ne désespère pas sur la suite, nous puissions continuer à aller dans ce sens. Donc, première clé d'entrée sur l'émergence des initiatives. La seconde, c'est autour des conditions de reproductibilité des SMAJ, et notamment en lien avec les collectivités. Et la troisième clé d'entrée, c'était vraiment sur l'effet levier des politiques publiques, leur articulation et la nécessaire transversalité pour vraiment arriver à sortir des logiques de silos et être sur des approches globales, transversales, territoriales. Là, je pense que c'est vraiment un fondement sur lequel il faut qu'on continue à avancer. Alors, l'économie sociale et solidaire, de par les valeurs qu'elle porte, de par ses champs d'activité, de par son mode de gouvernance, contribue bien évidemment au développement équilibré des territoires et à la promotion de la vie durable. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont tout le temps été des défricheurs et d'activités nouvelles, hein, et encore aujourd'hui, que ce soit en matière de circuits courts, de mobilité, d'économie circulaire, de numérique, enfin bref, d'économie au quotidien, et d'économie au quotidien aussi sur des aspects forts et fondamentaux comme l'alimentation et le logement. Eh bien, je pense qu'ils apportent des réponses concrètes et opérationnelles dans l'ensemble de nos villes et notamment dans les quartiers de la politique de la ville. Mais je voudrais juste, pour ne pas être trop longue, insister sur un point. Je pense que si la mobilisation des partenaires privés, des bailleurs est nécessaire, si la visibilité des initiatives est à développer, si l'accompagnement à l'essaimage doit être adapté aux besoins spécifiques locaux, la co-construction, la coopération, l'implication de tous, ce qui veut dire que derrière cette idée d'horizontalité dont vous parliez, ça sous-entend peut-être aussi de revisiter la participation citoyenne. Eh bien, je pense que cette implication de tous et cette co-construction, elle est capitale et elle est indispensable pour réussir un projet de territoire. Et si la convergence des valeurs entre politique de la ville et acteurs de l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui connue, je pense qu'il nous reste encore du travail à faire ensemble pour mieux articuler ces politiques dans les territoires et pour que les acteurs de l'économie sociale et solidaire aient aussi pleinement leur place dans la feuille de route 2019-2022 de la politique de la ville. Alors, on a mené effectivement un premier travail avec l'aide de Pluricité et d'autres entreprises, Paul Garcia et Delphine Vandevort, que je salue et que je remercie, autour d'une vingtaine d'initiatives volontaires, là aussi merci à elles, qui a permis de réaliser un premier guide pratique qui a été mis en ligne en juillet pour alimenter la révision des contrats vivants. Et l'idée de ce séminaire, c'est bien que nous, là aussi, travaillons ensemble à une publication qu'on souhaite réaliser pour la fin de l'année, pour à la fois illustrer, pour convaincre aussi, il faut qu'on continue à convaincre, pour diversifier aussi les stratégies et pour renforcer les coopérations économie sociale et solidaire et politique de la ville. Je pense qu'effectivement, devant les enjeux qui sont devant nous, qu'ils soient sociaux, sociétaux, économiques ou environnementaux, je pense qu'il y a vraiment l'urgence à agir et je souhaite vraiment que ce séminaire soit productif et co-construit. Et comme l'a dit Édouard, je pense qu'il ne faut pas hésiter à intervenir parce que c'est vraiment comme ça qu'on avancera et tous ensemble. Merci. Merci. Vous parliez de ces 20 initiatives qui ont été recensées. Un certain nombre d'entre elles vont être mises en avant aujourd'hui et de témoignages seront apportés pour nourrir la réflexion de cette journée dont
l'objet est de réfléchir à l'ESS et politique de la ville. Donc, comment associer, j'ai envie de dire, les deux côtés d'une médaille qui est complémentaire, médaille commune, celle du développement économique, évidemment, mais aussi celle de l'émancipation, du pouvoir d'agir, de la citoyenneté, qui sont presque les boussoles de ces deux politiques qui pourtant ne se croisent pas forcément de ces deux façons de faire. 3 séquences donc pour cette journée, mais avec un objectif unique, essayer d'enrichir les connaissances de chacun sur les coopérations possibles. Il y en a été question dans vos interventions à l'un et à l'autre, trouver des terrains d'hybridation, pour reprendre un mot à la mode, parce que c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, et pour que chacun aujourd'hui puisse essayer de repartir avec des pistes d'action concrètes, à la fois sur le terrain et pour nourrir ce guide qui sera définitivement publié à la fin de l'année. Alors, évidemment, et avec un contexte qui est celui que vous avez mentionné tous les deux, la rénovation des contrats de ville sur l'année 2020-2022. Donc 3 séquences qui vont s'organiser en 2 tables rondes, une ce matin, une cet après-midi, avec un temps fort qui ne sera pas les plénières, mais qui sera le travail en atelier, j'ai envie de dire, parce que c'est celui qui sera évidemment probablement le plus fructueux. Ce matin, on va essayer de mesurer quelle est la place de l'économie sociale et solidaire dans les quartiers, auprès des élus, des habitants, voir les terrains de collaboration, évidemment, qui pourraient se déployer avec beaucoup de témoignages. Je vois les témoins principaux qui sont en premier rang déjà dans les starting blocks. Une table ronde en fin d'après-midi pour essayer de s'emparer justement des résultats de cette réflexion commune. Et j'insiste vraiment sur la volonté de faire de cette réflexion, enfin de cette journée, une journée de réflexion commune, à la fois, je vous le redis, faites-vous connaître si vous voulez interrompre les tables rondes. Elles ne sont pas formelles et je ne m'en formaliserai pas. Et puis de tout ce que vous allez faire générer, faire éclore dans les ateliers qui seront organisés autour de 4 thématiques principales: la mobilité, le numérique, l'emploi et l'activité, l'habitat et le cadre de vie. Ça, ce sera pour la fin de matinée et le début d'après-midi. Donc sans moment de relâchement au début d'après-midi. On va essayer de garder le rythme. Mais pour commencer et pour, j'ai envie de dire, savoir de quoi on parle, il en a été beaucoup question de cette étude menée en partenariat RTES, CGET, CRES. Donc je vais demander à Benjamin Roger du CNCRES de me rejoindre à la tribune. Je vais demander aussi à Azouz Manaï de Digibab et à Stéphanie Moustrin de l'Hôtel du Nord de venir s'installer aussi sur la tribune, parce que vous serez les 2 premiers en fin d'intervention de Benjamin à tout à l'heure, à apporter des éclairages sur des initiatives que vous menez l'un et l'autre. Benjamin Roger, je précise donc que vous êtes le responsable de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, autrement dit le CNCRES. Et vous allez nous faire une présentation en 15-20 minutes parcellaire de ce que peut être de cette étude, en mettant un focus principalement sur le profil des salariés, les métiers exercés dans les quartiers politiques de la ville à travers l'économie sociale et solidaire. C'est à vous. Merci. C'est bon? Oui, je peux. Le retour diaporama. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement les résultats d'un travail qu'on a mené donc, avec le CGET depuis 2017, qui porte effectivement sur la production de données chiffrées sur la place de l'ESS dans les quartiers de la politique de la ville, puisque finalement, on est sur un zonage territorial qui est difficile d'accès en termes de données. Donc, on a essayé d'associer les compétences de l'Observatoire national de la politique de la ville et de l'Observatoire national de l'ESS pour essayer de produire des données un peu chiffrées pour évaluer le poids de l'économie sociale et solidaire dans ces quartiers politiques de la ville. Avant de démarrer la présentation, on m'a demandé de rappeler rapidement ce qu'on entendait par économie sociale et solidaire, puisque pas mal d'entre vous viennent des collectivités locales et ne sont pas forcément familiers du terme de l'ESS. Donc, le terme d'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises qui sont organisées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles et de fondations, et qui partagent un certain nombre de principes de fonctionnement et de valeurs qui ont été rappelés par la loi ESS de 2014 dans son article 1er, au
premier rang desquels donc, la gouvernance qui est démocratique et participative. On est vraiment sur des démarches qui sont collectives sur les territoires, avec une gouvernance démocratique qui associe les différents parties prenantes des territoires, c'est vraiment sur des projets ancrés localement, parties prenantes, que ce soit les collectivités, les pouvoirs publics, les usagers, les bénéficiaires ou encore les salariés et les structures. On a une gestion éthique dans ces structures, dans le sens où les bénéfices qui sont réalisés sont principalement au service du projet, donc sont soit réinvestis directement dans les activités, soit mis en réserve impartageable. Donc ça, c'est statutaire et c'est défini dans les 4 formes juridiques de l'ESS. Et enfin, ce sont des activités qui cherchent à répondre à des besoins sociaux non satisfaits, alors soit par la recherche d'une utilité sociale, ou tout simplement pour répondre aux besoins des membres des différentes entreprises. Dans le cadre d'une coopérative agricole, évidemment, l'objet est de répondre et de mutualiser les productions agricoles. Dans le cadre d'une association, on est bien sur l'objectif de répondre aux besoins des adhérents et des attentes du territoire. Quelques éléments chiffrés sur l'ESS aujourd'hui au niveau national. Donc on est à peu près à 2,3 millions de salariés sur ces 4 formes juridiques. Ça représente un emploi salarié sur 10, 14% d'emplois salariés privés, environ 220 000 établissements, et l'ESS est présente sur la plupart des secteurs d'activité, bien qu'elle soit particulièrement présente dans le secteur tertiaire, avec principalement le secteur d'activité de l'action sociale, de la santé, le secteur banque-assurance, le secteur de l'enseignement, et évidemment, c'est un peu moins important en termes d'emploi, mais beaucoup plus en termes de cohésion territoriale, le secteur du loisir, du sport et de la culture sur nos territoires. Voilà rapidement pour l'ESS. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter cette étude qui a été menée entre 2017 et 2019 avec le CGET. Les objectifs de cette étude, c'était de mieux connaître à la fois les conditions de travail, enfin le nombre d'emplois portés par l'ESS dans les quartiers politiques de la ville, les conditions de travail des salariés et également le profil de ces salariés, et aussi de mettre en lumière la diversité des différentes initiatives qui étaient développées par les acteurs de l'ESS en quartier politique de la ville. Comme pour le travail qui a été mené par le RTVS, on a également réalisé un certain nombre d'interviews d'acteurs présents sur le territoire pour montrer justement cette diversité d'acteurs, de fonctionnement, de liens au territoire dans les différents cas. Cette étude a donné lieu à 2 publications, un article dans le cadre du rapport annuel de l'Observatoire national de la politique de la ville, paru en mars, et puis l'étude complète qui a été finalisée en juin, qui est disponible à la fois sur le site du CNCRES et celui du RTS, certainement sur celui du CGET également. En termes de méthodologie, rapidement, c'est une étude qui a mobilisé des données statistiques issues de la liste des entreprises de l'ESS, des données DADS pour la mesure de l'emploi, la réalisation d'entretien et d'interview. Donc, venons maintenant au cœur du sujet, les principales données de cadrage sur l'ESS en quartier politique de la ville. Donc, on dénombre actuellement 10 600 établissements implantés en quartier politique de la ville sur les 220 000 établissements présents sur l'ensemble du territoire. Donc, on est bien à l'intérieur des quartiers politiques de la ville, donc ça fait à peu près 4,8% des établissements implantés. Par contre, évidemment, dès qu'on élargit à une bande de 300 mètres, c'est le chiffre que rappelait tout à l'heure monsieur. On arrive à une valeur de 15 à 16%, puisque le périmètre des quartiers politiques de la ville a été défini à partir de critères démographiques, et finalement les zones d'activité qui sont principalement implantées les structures sont situées en périphérie de ces quartiers politiques de la ville. Donc 4,8% et à peu près 15% situés à une bande de 300 mètres. L'économie sociale et solidaire est principalement associative dans les quartiers politiques de la ville. Les coopératives sont moins présentes dans les quartiers que sur l'ensemble du territoire national, même si depuis pas mal d'années on observe quand même un renouveau des coopératives dans les quartiers politiques de la ville, notamment à travers des statuts SIC et SCOP, donc SIC pour Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui sont des statuts qui permettent d'associer beaucoup plus facilement les différentes parties prenantes des territoires et qui s'intègrent parfaitement dans les logiques des quartiers politiques de la ville. Sur l'emploi, on est à 103 000 salariés de l'ESS situés en quartier politique de la ville, sur les 3 millions, donc on est à peu près également autour de 5% de l'emploi de l'ESS situé en quartier politique de la ville. Je reviendrai après en détail sur les caractéristiques de l'emploi en fin de présentation.
Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu s'il y a des spécificités territoriales dans les rapports entre l'ESS et les quartiers politiques de la ville, en prenant d'abord une première échelle qui est l'échelle de la région. Donc, cette carte vous montre à la fois le volume d'emplois salariés en QPV et la part de l'emploi salarié en QPV à travers le jeu de couleurs. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a trois grands types de régions quand on parle de l'ESS et de politique de la ville. Les régions, on va dire, traditionnelles de la politique de la ville, qui sont les régions les plus urbanisées, avec les plus fortes inégalités sociales, qui vont être l'Île-de-France, Hauts-de-France ou la région PACA. Là, on va avoir à la fois un fort volume d'emplois dans l'économie sociale et solidaire en QPV, et une part aussi relativement importante, supérieure à 5 jusqu'à 10%, par rapport à une moyenne qui est à 4,4%. Donc, c'est des quartiers, enfin des régions historiques de la politique de la ville. Après, on a un deuxième groupe qui est composé des territoires ultramarins, où là, on a vraiment une particularité sur ces territoires, c'est qu'on n'est pas sur des volumes importants d'emplois, mais par contre, on a vraiment un taux d'emploi de l'ESS situé en quartier politique de la ville qui est extrêmement important par rapport au reste de la France, puisqu'on atteint jusqu'à 30% des emplois situés dans les quartiers politiques de la ville dans l'ESS, par exemple sur le territoire de Guyane. On est vraiment sur des valeurs qui sont sans commune mesure avec le reste des régions. Et on a un troisième lot de régions qui sont plutôt les régions historiques de l'économie sociale et solidaire, traditionnelles. C'est vrai que quand on parle de l'ESS en général, plutôt ces régions qu'on met en avant par rapport à l'histoire de l'économie sociale et solidaire, sont plutôt les régions de l'ouest de la France, où là, on a au contraire une part de l'emploi des établissements dans ces quartiers qui est plus faible par rapport aux autres régions, puisque cette ESS est principalement portée par le secteur coopératif et mutualiste, qui sont des familles qui sont un peu moins présentes dans les quartiers de la politique de la ville. Si on descend à un niveau un petit peu plus bas, qui est celui des quartiers, on a comparé en fait par rapport à la typologie qu'avait réalisée l'Observatoire national de la politique de la ville, les types de quartiers et l'implantation ou non de l'ESS au sein de ces quartiers politiques de la ville. Donc on a trois grands types de quartiers, des quartiers qui profitent plutôt d'un environnement dynamique, des quartiers qui sont en décrochage et des quartiers en difficulté dans un environnement industriel. Et ce qu'on note lorsqu'on étudie la place de l'ESS dans ces quartiers, c'est que l'ESS va surreprésenter dans les quartiers plutôt en décrochage, en difficulté dans l'environnement industriel, ce qui montre que l'ESS vraiment intervient pour soit pallier au manque d'initiatives lucratives, mais vraiment sur des logiques de solidarité dans les territoires, contrairement vraiment des besoins particuliers d'accompagnement. Alors que les quartiers qui profitent d'un environnement dynamique, on est à peu près à 38% dans l'ESS, contre 50% des établissements du secteur lucratif. Donc à l'inverse, les établissements du secteur lucratif sont davantage dans des établissements, dans des quartiers qui sont dans un environnement plus favorable. Sur la partie maintenant secteur d'activité, voir un petit peu quels sont les secteurs d'activité qu'on va retrouver principalement dans l'économie sociale et solidaire en quartier politique de la ville. On va retrouver donc ce qui a été évoqué tout à l'heure, le secteur traditionnel de l'action sociale, alors qu'il n'y a pas une spécificité au quartier politique de la ville, mais c'est un secteur majeur lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire. Il est un petit peu plus présent au quartier politique de la ville, on a plus 4 points par rapport à sa représentation nationale. Et surtout, il prend des formes un peu différentes. C'est-à-dire que dans le territoire national, on a beaucoup de structures d'hébergement médico-social. Là, les activités qui sont développées dans les quartiers sont plus autour de la médiation sociale, la question de l'hébergement d'urgence, la question de l'insertion par l'activité économique, les structures de l'IAE, notamment les régies de quartier, très présentes au quartier politique de la ville. On est sur des approches un peu différentes en termes de développement d'activité de l'action sociale. Un deuxième grand secteur d'activité présent en QPV, c'est un peu le secteur historique de l'animation socio-culturelle et d'éducation populaire. Donc on va retrouver aussi une surreprésentation de l'emploi dans les secteurs du sport, de la culture et des loisirs. Ce qui s'explique également, c'est qu'on va avoir aussi une surreprésentation des réseaux et fédérations associatives dans ces quartiers politiques de la ville. Les réseaux et fédérations associatives, généralement, sont situés dans les grandes métropoles, soit préfectures départementales ou régionales, donc c'est normal qu'on les retrouve un peu plus en quartier politique de la ville. Mais il y a certainement aussi un accompagnement des pouvoirs publics à la mise en place d'espaces, de locaux, de fonciers qui permettent l'accueil de ces structures de représentation associative, et notamment des maisons des associations, ce genre de bâtiments. Donc on retrouve aussi une forte surreprésentation des réseaux et fédérations associatives dans les quartiers politiques de la ville. Et enfin, sur les grands secteurs, on va retrouver des franges un petit peu plus commerciales, un peu moins développées en quartier politique de la ville,
C'est notamment le cas de la banque assurance, du commerce, de l'industrie, de la construction. Là, ce sont des secteurs qui sont un petit peu plus faibles en quartier politique de la ville, même si les services aux entreprises restent sur des valeurs assez proches de ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire, notamment grâce aux activités développées par l'insertion politique économique, qui propose un certain nombre de services auprès des entreprises et des particuliers. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les données un peu macroéconomiques sur l'emploi, ce qui donne quand même des gros ensembles assez disparates et ce qui ne permet pas d'avoir une analyse assez fine de la réalité du développement économique dans les quartiers politiques de la ville. Ce qui est intéressant, c'est surtout de s'intéresser à ces structures qui ne pèsent pas forcément beaucoup d'emplois, et qui engagent beaucoup de bénévoles et qui apportent une vraie dynamique territoriale dans ces quartiers. Et là, on va être vraiment sur des approches très complémentaires aux grands secteurs que j'ai évoqués jusqu'à présent. On s'aperçoit que le soutien aux entreprises, la création d'entreprises, sont des dynamiques qui sont très importantes dans les quartiers politiques de la ville, notamment à travers, par exemple, les coopératives d'activité d'emploi, les CAE, des choses un peu plus récentes comme les coopératives de jeunesse de service, les CJS ou les coopératives éphémères. On a également des espaces de coworking qui sont développés par le secteur associatif, on a des conciergeries d'entreprise, enfin tout un certain nombre d'initiatives comme ça qui dynamisent l'écosystème autour de la création d'entreprises dans les quartiers. On a également pas mal d'initiatives autour de la mobilité, et principalement la mobilité inclusive. Donc on va retrouver dans ces quartiers des initiatives assez originales, comme par exemple des auto-écoles associatives. Évidemment, tout ce qui est autour de la location de moyenne mobilité à tarif privilégié, et puis également des garages solidaires, une dynamique qu'on observe depuis quelques années qui se développe beaucoup dans les quartiers. Le logement aussi, c'est une filière aussi qui est en plein développement au sein des quartiers politiques de la ville, à travers notamment les partenariats qui se sont renforcés avec les bailleurs sociaux. Donc il y a de plus en plus de coopération avec les bailleurs sociaux. Et on retrouve aussi des initiatives assez originales propres à l'ESS, comme les colocations solidaires, le dispositif CAPS par exemple de l'UHF. Voilà, on retrouve des choses un peu originales comme ça. Le numérique, qui est également une filière qui est en plein développement dans les quartiers politiques de la ville. On aura le témoignage d'Azouz Manaï sur DigiFab qui permet de former au métier du numérique. L'alimentation des circuits courts, donc ça c'est une filière qui est un petit peu plus ancrée maintenant aujourd'hui dans les quartiers, à travers l'agriculture urbaine, à travers les circuits courts, l'association BRAC, qui est assez connue pour cette dynamique-là, les épiceries sociales qui sont aussi une forme assez historique d'implantation de l'ESS dans les quartiers politiques de la ville. Et enfin, des choses un peu plus récentes, alors la culture qui a toujours été présente, mais des activités du tourisme et du patrimoine, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant dans les quartiers politiques de la ville et qui se développent de manière assez intéressante. Et on aura l'exemple de l'Hôtel du Nord avec Stéphanie Lousserin sur l'île de Marseille. Voilà pour les secteurs, et je terminerai donc ces éléments de cadrage par quelques éléments sur les conditions de travail et d'emploi dans les quartiers politiques de la ville, avec donc ce qu'on peut observer grosso modo par rapport à l'ensemble de l'ESS, c'est qu'on a un salariat qui est plus jeune dans les quartiers politiques de la ville, qui est aussi en lien avec les caractéristiques de la population dans ces quartiers, un taux de salariat féminin qui est un peu plus fort que dans l'ensemble de l'ESS, qui est à 68% contre 65% sur l'ensemble de l'ESS. Sur les contrats de travail, on va observer donc, des conditions d'emploi un peu moins favorables pour l'ESS, mais qui est lié, c'est un peu le pendant du rôle insertionnel de l'ESS dans ces quartiers, avec davantage de contrats aidés que dans le reste des solidaires, un peu moins de CDI de fait, et davantage de temps partiel, qui s'explique notamment par rapport aux métiers qui sont exercés dans ces quartiers politiques de la ville, qui sera donc du coup la dernière slide. Et sur ces métiers, on va retrouver principalement dans les 10 principaux métiers qu'on va retrouver dans les quartiers politiques de la ville, ce sont des métiers autour du secteur sanitaire et social, donc le métier d'aide à domicile, qui est le premier métier en général dans l'économie sociale et solidaire en volume, et qui est un peu surreprésenté dans les quartiers politiques de la ville. D'autres métiers en lien avec le secteur sanitaire et social, comme les aides-soignants, les agents de services hospitaliers. Un métier aussi qui est bien surreprésenté dans les quartiers politiques, c'est celui d'animateur socioculturel. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est. On est à plus 3 points sur ce métier, donc c'est vraiment un métier qu'on va avoir beaucoup plus, qui est assez logique, hein, qui est lié à tout l'écosystème associatif autour
autour des loisirs, du sport et de la culture. Et puis, on va avoir des postes, des fonctions support, comme des agents d'entretien, des secrétaires, qui sont aussi des postes qui sont un petit peu plus surreprésentés dans les quartiers de la politique de la ville. Mais voilà, on voit bien, enfin, le type de métier proposé explique en partie notamment le fait qu'il y ait plus de femmes que sur les métiers du care, de la santé, et puis également plus de temps partiel, puisque l'aide à domicile est principalement temps partiel, les animateurs socioculturels, on sait, c'est souvent sur des temps partagés également, ce qui explique un peu les caractéristiques un peu particulières de l'emploi dans le secteur. Voilà, merci. Quelques mots que je voulais présenter. Je sais pas si c'est avec le mot qui compte que les 103 000 emplois pour arriver dans le sens représentent l'équivalent temps plein de 83 000, c'est ça, c'est 83 000 de TP à peu près pour donner une proportion. Il y avait juste une question, une demande de précision. Alors, on a dit qu'on allait les ouvrir, donc je le fais tout de suite. Madame, si vous avez votre question, s'il vous plaît. Un petit détail, c'est par rapport au. Pardon. C'est par rapport aux chiffres que vous avez présentés, plus tant de points, etc. Est-ce que tout ça, c'est sur juste la géographie QPV ou plus les 300 mètres dont vous aviez parlé au début? Alors, toutes les données sur l'emploi sont effectivement que sur la géographie des quartiers politiques de la ville. Il y a seulement pour les établissements, on a pu avoir des données sur le périmètre élargi de l'emploi, donc les 100 000 emplois, on n'est que sur le périmètre de la politique de la ville. Merci beaucoup. Je vais te donner la parole maintenant à deux témoins. Vous êtes venus pitcher, hein, c'est ça l'idée. Vos initiatives, vous voulez répondre d'ici. Bon, alors on va commencer avec vous, Aziz Manaï de Digibab. Vous en avez parlé dans le domaine du numérique. Tout le monde a été pratiquement, je vois Jérôme Sturla, Boris Tavernier, Claude Sicard, Paul S, enfin tous les gens qui ont succédé ont été donc à vous d'ouvrir. Alors c'est Digifab, pardon. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter l'exemple de notre structure qui existe maintenant plus de 3 ans. Donc on a démarré en septembre 2016. Notre structure, elle a été un peu propulsée grâce aux concours talent-cité qu'on a remporté au niveau local, régional, national et également à la dimension spéciale. Donc on a rappelé tous les niveaux. Et puis l'idée première en fait de cette structure, c'était de sensibiliser les enfants aux bons usages du numérique et puis de faire en sorte qu'ils soient plus acteurs que de simples consommateurs. Donc on le voit très bien, les enfants ils sont inondés des nouvelles technologies qui les entourent, que ce soit les tablettes, les jeux vidéo, etc. Et puis le problème c'est que pour les enfants, le numérique pour eux c'est juste les réseaux sociaux et puis le jeu vidéo. Et donc l'idée c'était de leur expliquer qu'ils pouvaient très bien apprendre à créer eux-mêmes leurs jeux vidéo et ne pas de simples joueurs. Donc, on a développé cette structure dans un premier temps avec des bénévoles. Des bénévoles qui étaient issus du quartier dans lequel on l'a installé. On l'a installé dans un quartier qui compte 25 000 habitants, qui fait partie des 10 plus grands quartiers de France, à Besançon, je voulais le préciser. Et puis, donc petit à petit, on a fait des ateliers gratuits pour tester un petit peu les besoins. Et on s'est vite rendu compte que les parents étaient demandeurs. Et nous ont demandé si on pouvait faire beaucoup plus d'ateliers et nous ont également demandé s'ils pouvaient participer aux ateliers parce qu'ils avaient des lacunes à ce niveau-là. Parce qu'ils se sentaient déconnectés par rapport à leurs enfants. Donc finalement, on a développé un petit peu notre concept, on a développé notre modèle économique et puis on a créé des ateliers qui sont payants mais qui sont financés aussi surtout par le biais du contrat de ville. On a pu obtenir un poste d'adulte relais dans notre association grâce à notre CGT. Et puis, au fur et à mesure, l'action a bien prise pendant 1 an. Et puis, on s'est dit qu'il y avait également quelque chose à faire auprès des adultes qui sont issus des quartiers prioritaires. Tout à l'heure, vous parlez des principaux métiers dans les quartiers prioritaires, des postes dans les ESS. Après, moi, j'ai envie de parler aussi des métiers, des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires. Puis, il s'avère que les métiers du numérique, ils sont très bas. Ce n'est pas les 10 premiers postes. Pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, il y a une orientation qui s'est faite dans des conseils d'orientation au lycée qui disait en gros que les jeunes des quartiers, leur place, elle était essentiellement soit dans le bâtiment ou soit dans le tertiaire pour les filles. Donc c'est mon cas, hein. Par exemple, moi j'ai été orienté dans la mécanique, alors que je n'aimais pas du tout ça. Et puis finalement, j'ai pu rebondir avec le temps et puis m'orienter dans la filière informatique.
Donc l'idée, en fait, c'était de changer un petit peu cette petite erreur, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel dans les quartiers prioritaires. Des jeunes enfants qui sont très bons en collage, qui sont très bons en piratage. Le piratage, c'est pas forcément une bonne chose, mais pour être un bon pirate, il faut être un bon codeur également. Donc, il y a un potentiel, et puis la formation pour adultes, eh ben, c'était la continuité, en fait, et puis le rattrapage du petit écart qu'il y avait. Donc, on a pu profiter de l'appel à projet de la Grande École du Numérique. Donc, vous avez été lauréat. On a été lauréat. Donc, on a été lauréat à Besançon en 2017. On a pu proposer une formation de conseiller médiateur numérique. Cette formation, c'est un titre professionnel de niveau 3, Bac plus 2, qui donne la possibilité à des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont sous-diplômées, qui n'ont même pas le bac, de pouvoir obtenir un diplôme équivalent à un Bac plus 2, et puis une formation courte et 30% des personnes issues du quartier prioritaire, et puis idéalement avec 30% de femmes, parce qu'on milite aussi pour la mixité du numérique. C'est très dur, je vous l'avoue, c'est très dur, mais on fait tout pour. Et donc, depuis, voilà, on a obtenu le label Grande École du Numérique il y a 2 ans. Et petit à petit, on a pu aussi répondre à d'autres appels à projets de la Grande École du Numérique qui était l'année dernière. On s'est développé un petit peu dans 2 autres villes en France, une à Annemasse et puis une autre au Havre. Donc, dans des formations qui sont différentes. À Annemasse, on propose une formation de référent digital. C'est former des webmasters, des personnes qui vont créer des sites internet, souvent presse, et également travailler sur la communication digitale des entreprises. Et puis au Havre, on propose une formation de développeur data. C'est tout ce qui concerne la gestion de bases de données, le big data, etc. Merci. Je vois que ça fait écho. On en parlera dans la première table ronde avec Fatima Mostefai et Claude Sicard aussi, qui sont porteurs de projets un peu symétriques à celui que vous partez. Stéphanie Mousserin, vous êtes là pour nous parler d'Hôtel du Nord. C'est une initiative des quartiers de Marseille à travers une valorisation patrimoniale au début finalement des quartiers et qui contribue à changer l'image des quartiers politiques de la ville. C'est ça clé pour le dire vite. Oui. Un peu. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler au public. C'est pas grave. Je vais faire ce que je peux. Bonjour, je suis donc sociétaire Hôtel du Nord. Pour l'histoire d'Hôtel du Nord, la coopérative en fait a été créée suite à en fait, tout a commencé par une conservatrice du patrimoine qui a été missionnée dans le cadre du grand projet urbain en 1995 sur les quartiers nord de Marseille pour développer le patrimoine en lien avec le Conseil de l'Europe. Et sa démarche, en fait, a permis de contribuer aussi à l'élaboration de la Convention de Faro, que certains connaissent, qui vise à impliquer les habitants, en tant que citoyens, dans la désignation et la construction de leur patrimoine. C'est-à-dire en partant du terrain, à la fois des initiatives, des parcours de vie, de la connaissance que chacun a par l'histoire de sa famille en particulier, ou de l'industrie, de la botanique, ça peut être aussi. À travers aussi les démarches, je reste un petit peu dans les liques assez poétiques, chaque citoyen est invité à construire et à donner valeur à son patrimoine. Ça implique de pouvoir construire ensemble, en effet, cette valeur qui n'est plus descendante, mais qui va partir du terrain. Donc, pendant pas mal d'années, elle a mis tout ça en branle. En plus, elle a une façon de faire passer les choses. Peut-être que vous connaissez aussi Colette Pétonneau, comme anthropologue. Elle a cette même magie d'aller savoir creuser dans les petites histoires, et elle nous a donné le goût à ça, à cette géographie humaine et sensible. Concrètement, ça se traduit
par le développement aussi d'une activité. Donc, on s'est constitué en SCOP en 2011, un petit peu avant 2013, donc où on savait que Marseille allait accueillir dans le cadre de Capitale 2013 beaucoup de touristes en coopérative pour pouvoir offrir une offre à la fois d'hébergement, donc des chambres d'hôtes dans les quartiers nord de Marseille, et des balades patrimoniales donc, qui sont co-construites avec les habitants. À chaque fois, c'est une démarche où on prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à la faire. On s'amuse beaucoup à les construire, ces balades, puisqu'on va sur le territoire, on va aussi faire un tour dans les archives, on fait des allers-retours, on se retrouve ensemble et chacun met sa connaissance en commun. Et pendant la balade, il y a aussi des rencontres qui vont avoir lieu et qui vont aussi enrichir le contenu de cette balade, jusqu'à ce qu'on construise une balade qui ensuite est un peu comme une mise en scène aussi, parce qu'on veut toujours que ça reste un peu ludique et participatif. Et on pense toujours au moment de la construction de cette balade aux personnes aussi, à l'implication des personnes qui vont venir participer. Et la troisième activité économique, ce sont la vente de produits locaux, en général qui s'inscrivent. Alors il y a du miel, mais ça peut être aussi dans des industries marseillaises. On a aussi beaucoup soutenu la SCOP Tea suite à la fermeture des usines de production de thé éléphant. Qui au début n'étaient pas du tout diffusés, donc on les soutenait aussi en vendant. C'est aussi en fait cette vision du patrimoine comme pouvant contribuer à des luttes sociales, à la reconnaissance de nos quartiers, tels que nous on les vit. Et de participer de cette façon-là à l'action publique. On est, nous, principalement des bénévoles. La rémunération de la SCOP vient de son activité économique, donc les chambres d'hôtes, avec une reversion de 10%. Il arrive aussi qu'on ait quelques partenariats. On travaille beaucoup avec le bureau des guides à Marseille, dans la construction des balades. Et dans ce cas-là, voilà, il y a aussi des partenariats qui sont en place sur des balades patrimoniales en particulier. Voilà, j'ai amené aussi parce que nos récits, qui sont construits donc collectivement, ont fait parfois l'objet de petits ouvrages qu'on appelle des récits d'hospitalité, qui sont d'ailleurs présents dans toutes les chambres d'hôtes, et qui permettent à chacun de découvrir cette construction collective. Donc ça, je les ai amenés. Donc si l'opportunité, j'ai cru entendre parler d'un lieu à un moment donné où on pourra poser tout ça. Donc n'hésitez pas à venir les consulter et à poser des questions. Voilà. Merci. Je précise que vous participerez à l'atelier 4, justement sur l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat. Et à titre personnel, j'ai fait des balades avec Hôtel du Nord il y a quelques années, au moment où ça s'est mis en place. Et je recommande d'aller justement découvrir ce lieu fantastique que sont les quartiers nord de Marseille sous un aspect beaucoup plus bucolique et poétique. Je reprends vos mots. C'est vraiment une expérience assez amusante et assez enrichissante. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais demander aux participants